dans la continuité de nos préoccupations collectives sur les crises que nous traversons et donc sur le déplacement nécessaire des pratiques au sein des professions de la fabrique du territoire, nous nous interrogeons plus profondément sur comment la façon dont on aménage le territoire engage notre manière d'être au monde. Donc, face aux impasses écologiques dans lesquelles l'avancée de l'urbanisation semble nous conduire et sur lesquelles il devient difficile d'avoir des prises sans un réel engagement de nos politiciens et de nos politiciennes, nous nous questionnons profondément sur comment orienter ou réorienter la fabrication de futurs plus soutenables. Donc, pour nous aider dans ces questionnements, nous allons en 2024 nous appuyer sur les propos et les recherches développées par Sébastien Marot dans son exposition nommée « Prendre le parti de la campagne », que l'Ardepa et l'école d'architecture présenteront ici même donc à l'école à partir de l'automne 2024. Rapidement, Sébastien Marot, donc, qui est philosophe de formation et aujourd'hui enseignant de l'histoire environnementale ou des cultures architecturales à l'ENSA Paris-Est, il s'intéresse au rapport entre les territoires et l'architecture, en insistant sur la nécessité de penser la manière dont le site, les géographies, le lieu peuvent guider le projet d'architecture ou d'urbanisme. Dans cette perspective, il porte un regard attentif aux territoires de plus faible densité, du périurbain jusqu'aux campagnes. Et c'est pourquoi l'exposition « Prendre le parti de la campagne » invite à faire ce pas de côté et notamment à s'intéresser à ce qui s'invente, ce qui s'est inventé depuis toujours, mais ce qui parfois se réinvente dans les mondes agricoles pour envisager autrement l'architecture et l'urbanisme. Il semblerait que de certains mondes agricoles émergent des conceptions qui peuvent nous inspirer pour la fabrication des urbanités, l'évolution de nos géographies, de nos établissements humains. Donc ces questionnements, comment ce souci agricole peut déplacer la conception du projet architectural urbain ou paysager, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces pratiques culturelles, pastorales, des potentialités productives de nos sols et de nos terres. Donc ce soir, ce n'est pas Sébastien Marot que nous accueillons, mais bien Pierre Janin dont il est question. Après avoir eu le plaisir de rencontrer Pierre pendant notre voyage en Auvergne et dans le Cantal, de découvrir physiquement ton travail, tu as aussi répondu présent ce soir pour introduire ces questionnements qui vont nous habiter et que nous allons explorer tout au long de l'année 2024. Donc Pierre, tu es architecte formé à l'ENSA d'architecture de Saint-Étienne. Tu es aussi aujourd'hui architecte conseil d'État. Et à l'Ardepa, nous nous intéressons beaucoup à ta pratique qui, plutôt que de réduire l'agriculture à un secteur d'activité ou à une simple composante du paysage, l'envisage davantage comme une ressource nourrissant la manière de faire projet. En 2007, tu as notamment cofondé avec ton Pierre Rémi Janin, qui est lui ingénieur et paysagiste formé à l'école du paysage de Blois, l'agence Fabrique, architecture et paysage, au sein même de l'exploitation agricole familiale qui est implantée à Vernan, dans le département de la Loire, si je ne me trompe pas. Et donc, ensemble, même si aujourd'hui, je crois que ton frère a repris les rênes de cette exploitation familiale, vous avez commencé à développer des projets dans le milieu rural, dans le milieu agricole, à la recherche d'un urbanisme agricole, où l'agriculture, et notamment toutes ces pratiques les plus durables, participent d'une forme de campagne renouvelée, plus ouverte, hybride, et partagée par des publics extérieurs à l'agriculture même. Je n'en dis pas plus et je te laisse nous présenter tout ça. Bien, bonsoir. Pour ceux qui sont arrivés juste après, je tenais quand même à introduire quand même sur le rôle aussi et l'importance des associations qui sont liées à la question de la sensibilisation, à la pédagogie et au fait et aux soins de mêler justement les questions architecturales et de projet avec un regard sociétal, je trouve, beaucoup plus large. Moi, pour ma part aussi, ça a été dit, je suis architecte conseil de l'État et aussi architecte conseil pour un CAUA, du coup, qui fait que cette question
de conseil, de pédagogie, ben, c'est aussi des choses qui me tiennent à cœur. Et je suis aussi dans le CA de Archipel, qui est rattaché aussi aux maisons de l'architecture. Archipel, c'est la maison de l'architecture un petit peu à l'échelle de la métropole lyonnaise, voire région Rhône-Alpes. Et c'est vrai que je trouve que c'est toujours des positions et des enjeux qui sont extrêmement importants. Aussi pour faire en sorte que, donc un petit peu ce que je vais évoquer ce soir, c'est-à-dire que sur des territoires où finalement les questions de projet ne sont pas toujours prépondérantes, ne sont pas premières en fait, ou aussi on est sur des projets qui ne sont pas de grande dimension et où quelque part souvent on est sur des territoires qui ne sont peut-être pas forcément beaucoup outillés du point de vue de l'ingénierie, on pourrait dire, et donc qui fait que les élus ou acteurs ont souvent l'impression de pouvoir faire eux-mêmes et d'accorder moins d'importance quelque part à la présence ou à la place de concepteurs auprès d'eux, bah que justement ce rôle-là et cette place à accorder à nos métiers, elle est aussi importante du point de vue des compétences justement propres qu'on a et qui, je trouve, ne sont pas toujours forcément mises en exergue, en valeur et ou reconnues, même dans leur simplicité et leur nécessité. Voilà. Donc c'est pour dire que j'ai fortement apprécié déjà le dynamisme et la capacité quand même à porter des actions diverses et variées, et aussi qu'on a pu apprécier le temps du voyage effectivement que vous avez pu organiser en Auvergne, qui est un moment assez riche aussi d'échanges et de dialogue aussi sur un site où notre maître d'ouvrage aussi, donc l'INRAE, était présent pour présenter aussi le projet. Et effectivement, je trouve que ces voyages, tels qu'ils sont, il y a d'autres voyages d'études qui sont organisés par d'autres associations, mais en tout cas ici, je trouve qu'il y avait un vrai professionnalisme. L'organisation était très bien, très structurée, bien cadencée, et qui fait aussi que ça donne de la teneur et de l'importance justement au travail qu'on peut mener, pas nous seulement, hein, agence, fabrique, mais je veux dire de manière élargie, encore une fois, pour nos professions. Ce que je vais présenter ce soir, donc, c'est effectivement le travail de l'agence Fabrique. Donc nous, c'est une agence qui exerce avant tout en milieu rural depuis 2007, donc depuis 15 ans, c'est 16 ans presque maintenant. C'est pas rien, c'est important. Et au début, on était deux, donc ça a été dit avec mon frère paysagiste, basé sur l'exploitation agricole familiale, à la suite d'un diplôme liant architecture et paysage qu'on avait mené tous les deux. On est fils de paysans, du coup, et c'est vrai qu'à la sortie de nos études, à la fin justement pour le diplôme, on s'est posé cette question de savoir qu'est-ce qu'on voulait en fait vraiment, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, qu'est-ce qu'on avait envie d'interroger, et comment on rendait aussi nos métiers utiles et aussi notre passé. Et c'est vrai qu'en 2007, finalement, il y avait assez peu peut-être d'écho ou en tout cas d'attention, on pourrait dire plutôt portée aux questions nourricières, agricoles et plus largement à la question de l'architecture et du paysage liées à ces questions que je viens d'évoquer, hein, de rapport à l'agriculture, de rapport au monde rural aussi. Il y avait des agences déjà comme celle de Simon Tessou qui commençaient à travailler de manière pionnière sur ces sujets, agence aujourd'hui extrêmement reconnue, notamment par le Grand Prix de l'urbanisme. Mais en tout cas, nous, dès cette phase-là, dès 2007, en fait, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait avec ce passé-là, avec cette histoire finalement qui pour nous était assez forte, de se dire qu'on est fils de paysans, on pense que l'agriculture dans nos mondes actuels a quelque chose à porter, à raconter, et qu'est-ce qu'on en fait et comment travailler aussi avec cet engagement et cette envie-là. Et donc les premiers travaux qu'on a menés, déjà ça a été de fonder l'agence, ce qui n'était pas rien. On a fait un peu à la hussarde avec 1 euro de capital. Enfin voilà, on savait pas trop ce que ça allait donner. C'est en fait, pour tout dire, c'est un CAUE qui nous avait proposé une courte mission à 600 euros. On ne savait pas comment se faire financer, et donc on a lancé l'agence un peu comme ça, sans business plan, sans rien du tout. Et finalement, c'est aussi ce qui a fait un peu notre force et notre envie, c'est-à-dire que de manière toujours récurrente, finalement, on a toujours fait le choix d'aller un petit peu pas là où le vent nous mène, parce il y a des choses quand même qui nous fondent, qu'on veut toujours porter, mais ne pas reculer en fait devant des sujets qui pourraient nous interpeller de prime abord, et essayer de défricher quand même toujours des terrains nouveaux, mais
avec cet ancrage et cette teneur liée à la question agricole. Et ce qui fait en fait que aujourd'hui, de fil en aiguille, donc on est une agence, on reste une petite agence, mais on est 18 personnes, d'architectes et de paysagistes. On traite quand même de pas mal de sujets, toujours qui nous tiennent à cœur, liés à la question agricole, au monde rural, et donc avec 3 volets d'action, c'est-à-dire des études paysagères, études urbaines, avec cette question de l'attention à accorder, à porter sur les sols et les imbrications aussi entre territoires urbains, ruraux et ces franges intermédiaires du périurbain. Et sur ces territoires-là, comment travailler quelque part et activer aussi ce rapport au sol et cet apport nourricier quelque part et cette utilité nourricière qu'on pourrait retrouver. Et en n'oubliant pas aussi d'interroger la question de l'urbanisme, de la fabrication des territoires ruraux, aussi bien depuis le point de vue agricole, mais aussi depuis le développement et les déploiements urbains et bâtis. D'où le travail aussi qu'on mène, qui pour nous est aussi important sur la question du bâti agricole. Donc ça depuis le début, en disant aussi que le bâti agricole, ce sont des outils quelque part ou des équipements techniques et fonctionnels dont l'inscription paysagère, souvent on fait le parallèle entre inscription et intégration. La nuance pour nous est importante. C'est-à-dire que l'inscription, c'est dire aussi que ce bâti agricole, il fait partie intégrante des paysages parce qu'il participe de leur fabrication, mais aussi que on peut, et l'agriculture peut avoir sa place quelque part dans les territoires à partir du moment où justement elle a une forme d'exigence et de respect des milieux dans lesquels elle s'inscrit. Et enfin, un dernier volet en fait, que je vais aussi présenter ce soir, du coup sur cette question des constructions aussi de bâtiments en milieu rural, plutôt des petits équipements en fait, qu'on réalise, où la question vraiment de la ressource, des enjeux de projet aussi, donc de lien entre architecture et paysage, des matériaux aussi qu'on utilise, de la question de la durabilité aussi du point de vue constructif, mais aussi du point de vue des usages est pour nous essentiel. Donc voilà, ce que je propose ce soir, c'est un petit peu 3 temps, un peu une question, une première approche sur la diversité des études qu'on peut mener. Ce soir, j'ai choisi plutôt des études liées et qui abordent la question plutôt de territoires métropolitains ou périurbains. Un deuxième volet sur la construction de bâtiments agricoles, donc les premiers qu'on a pu réaliser jusqu'à des bâtiments plus récents qui sont encore en chantier. Et si on a le temps, j'ai 1 heure, du coup, si on a le temps, on finira donc par des équipements publics en milieu rural et aussi pour certains en frange urbaine. Donc là, cette première photo, en fait, c'est donc l'exploitation agricole familiale. C'est un enchaînement et on la présente souvent en fait parce que pour nous, c'est une sorte d'acte fondateur. C'est-à-dire que ces parcelles, au préalable, en fait, c'était 2 grandes de terre dans la pente qui subissaient une forme d'érosion. Et le travail qu'on a mené, ça a été déjà un fin découpage de lanières, quelque part, pour enrichir, alterner en fait les parties en bande plantée, les parties qui étaient cultivées et où donc le sol, par l'action des pluies, peut s'éroder. Mais au-delà, pour nous, elle était importante parce que déjà, on est sur... c'est les premières actions qu'on a pu mener sur la ferme des parents, de se dire et de se rendre compte finalement que le paysage agricole, en liant les questions fonctionnelles, agronomiques et de restructuration quelque part de l'espace, finalement, il a aussi quelque chose à raconter dans le temps. Là, ce que je montre justement sur ces 2 photos, hiver et été, là, on voit en fait, c'est les mêmes bandes qui étaient plantées. On devine en fait subtilement les céréales qui poussent au milieu des bandes plantées. Et c'est pour raconter et dire aussi que finalement, un des enjeux aussi de l'appréciation des territoires ruraux et agricoles, c'est d'arriver à capter et à comprendre ces nuances, cette fabrique aussi des paysages, quelque part, cette variation qui peut exister et qui, une fois qu'on la capte, qu'on la comprend, et que même en tant que population urbaine, quelque part, qui a du mal d'emblée à saisir, à comprendre ces rythmes agricoles, une fois que ces rythmes-là sont décryptés, il y a un intérêt et une connivence, quelque part, qui peut se créer et générer aussi avec le paysage agricole. Cette deuxième image, quelque part, dans cette veine logique, en fait, c'est-à-dire que les 2 photos précédentes, c'est un petit peu nous, sortir de l'agence, les premières actions qu'on mène, comment on se pose des questions par rapport à un territoire donné, à une forme d'action agricole. Et c'est aussi se dire comment,
appréhender quelque part et faire lire justement et sensibiliser d'autres personnes justement à ces espaces-là et les faire vivre aussi différemment. Et donc ce qu'on a fait, c'est que une année après la création de l'agence, avec notre maire, du coup, donc c'est aussi notre maire qui était chef d'exploitation, notre père travaille à l'extérieur. Ça c'est important aussi dans la fabrique aussi de la ferme. Mais du coup, ce qu'on a décidé avec notre maire, c'est de monter une association, donc en milieu rural, sur la question de l'art contemporain et de l'espace agricole. Donc, association qui s'appelle Polyculture, qui continue à agir. Et où, dans les premières années de l'agence aussi, on a monté tout un... Donc, avec cette association, d'autres personnes aussi du village, de la région qui était avec nous. Et on a commencé à monter tout un festival d'art contemporain sur un temps court d'un week-end, mais qui regroupait à peu près plus de 2000 personnes sur ces temps courts, et où l'enjeu, c'était vraiment d'imaginer que l'espace et le territoire agricole puissent devenir autre chose, au moins dans des temps donnés, mais qu'on en assume une vraie forme de polyvalence. Et donc ici, ces passerelles, par exemple, c'est tout simplement des palettes qu'on associe, qu'on lie entre elles, qui viennent se poser de manière très simple, sans aucune fondation, sur des milieux humides. Et une fois le festival fait, on les enlève et quelque part, le milieu continue à exister de lui-même. Et c'est une action très simple, mais juste pour montrer finalement que le lien entre quelque part la fréquentation du public, la découverte de milieux différents aussi, elle peut se faire et elle peut être imaginée dans un espace agricole. Ici, ça c'est une autre image, toujours dans la même logique, qui raconte aussi le lien aux animaux pour nous, ça c'est un point qui est important. Un paysage agricole, il se fabrique certes avec des machines, mais il se fabrique aussi avec une présence animale, et le rapport entre homme et animal, la question de l'élevage, non pas sous une forme de dominance, mais plutôt d'accompagnement, encore une fois de connivence aussi, elle est importante et elle permet aussi, et elle retranscrit cette vitalité, cette dynamique des paysages qu'on peut avoir quand on est en capacité aussi de la lire et de l'apprécier. Et donc juste ici, c'est pareil, c'était montrer un peu la polyvalence et le côté ludique qu'il peut y avoir dans le rapport aux animaux. Là, tout simplement, c'est un loto-bouse. Donc derrière nous, il y a une buvette. En fait, le loto-bouse, donc c'est un quadrillage, et c'est-à-dire qu'on lance le troupeau qui paie pendant quelques temps, et on parie ou pas sur là où la bouse ou les bouses tomberont. C'est drôle, voilà, ça nous fait assez rire. C'est un principe suisse qui existe aussi dans les estives, qui est une alternative aussi au combat de vaches qui mène par ailleurs, qui est plus drôle, on trouve. Mais en tout cas, voilà, c'est ludique, mais c'est pas que ça. C'est aussi pour raconter que ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce lien aux animaux, il est important, et surtout, on peut aussi apprécier, faire vivre l'espace agricole différemment. Cette image, c'est un petit peu la même chose. Là, c'est un golf. On est dans les pâtures de moutons. Ça, tout simplement, c'est aussi interroger la question et la place dans nos sociétés des espaces récréatifs. Les golfs, c'est des espaces tondus. C'est pas du fourrage, et pourtant, il y a de l'herbe, de la matière qui peut nourrir des animaux, qui est produite, de la matière organique, et souvent qui est un peu laissée pour compte et qui n'a pas d'utilité, on pourrait dire. Et du coup, voilà, c'est aussi ludique, mais c'était pour interroger ces principes. Ici, ça, c'était une intervention d'un artiste. Pour nous, elle était importante parce qu'en fait, elle traduisait ce qu'il avait proposé, c'était en fait de rassembler dans un grand andin toute la récolte de laine de l'année, du coup, et de faire passer le roundballer, donc là qu'on voit qui vient éclore la balle de laine, du coup, dans un temps donné, c'est-à-dire qu'il y avait un rendez-vous qui était donné. L'artiste avait dit à 17h pétantes, il y aura cette performance qui aura lieu. Et elle est importante pour nous parce que justement, ça permet aussi de dire de manière très simple qu'aujourd'hui encore, le lien, le rapport aux machines aussi, par exemple, il est important dans cette forme de festivité agricole qui n'est pas qu'à raccrocher. Enfin, souvent, ça, c'est le rapport aux machines aujourd'hui, c'est les fêtes de la batteuse ou autre. Il y a beaucoup de nostalgie qui est projetée sur ces temps anciens, quelque part. Là, l'idée, c'était de dire aussi, les machines, elles existent, on s'en sert, et comment aussi potentiellement raccrocher une forme de festivité agricole actuelle, du coup, qui raconte aussi quelque chose de nos territoires et des manières de faire. Et là, dernier point donc, sur l'exploitation agricole,
Ça aussi, c'est ludique, mais on trouve que c'est important. C'était montrer, en fait, tout simplement comment dire, un dispositif nécessaire et utilisé dans tout élevage, qui est celui de la pierre à sel. En fait, c'est l'apport nécessaire pour les animaux en minéraux qui se fait par des pierres à sel, donc qui sont disposés, quand on regarde, dans tous les champs. Et là, ici, c'était de dire, de faire comprendre, en fait, que oui, les animaux lèchent comme des sucettes, finalement, ces pierres à sel, et donc de leur donner une forme ludique, du coup. Donc voilà, là je clôt le chapitre introductif un petit peu sur comment dire, le début de l'agence, c'est-à-dire ce lien à la ferme et à l'espace agricole, quelque part, qui nous a permis de nourrir, de cultiver notre regard et de sentir aussi, ça c'était sur 4-5 ans au début de l'agence, que finalement il y avait un écho potentiel sur ces questions, et qui fait que petit à petit, aujourd'hui l'agence, nous on travaille sur des territoires assez variés, à la fois dans des territoires ruraux, je le disais, donc à proximité ou à échelle plutôt de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais pour des études de manière plutôt élargie. Aujourd'hui, on a des projets et des études à Lille, à Montpellier. Je vais présenter aussi un projet à Pau, où justement ces questions, à Lyon aussi bien sûr, où ces questions sont aussi posées, et où, quelque part, ce qu'on essaye de comprendre et de traduire et de travailler, c'est cette question et cette relation qu'il peut y avoir entre agriculture, architecture, urbanisme et paysage. Et donc ici, là, je présente une toute petite bribe d'études en fait, qu'on a pu mener à l'échelle de la plaine de Versailles. Et la plaine de Versailles, c'est assez drôle parce que finalement, ça fait 12-13 ans qu'on y travaille, de manière assez éparse en fait, et toujours pour des sujets ou des approches, on pourrait dire, plutôt différentes. D'abord, c'était avec Versailles Grand Parc, donc la collectivité. Ensuite, avec l'association de la plaine de Versailles, qui regroupe des citoyens, agriculteurs et un dernier collège d'élus. Et plus récemment, on travaille aussi, depuis 3-4 ans, sur des permis de construire, justement, pour des agriculteurs qui sont en site classé et qui, quelque part, ont besoin de professionnels aguerris à la fois aux questions agricoles et sur les questions d'inscription paysagère, et qui sachent aussi, justement, entrer en lien avec les services de l'État, notamment l'inspection des sites. Et c'est quelque chose qu'on arrive assez bien à faire, donc qui fait que, petit à petit, on a quand même pas mal d'échos avec différents agriculteurs de la plaine. Et en tout cas, là, je présente aussi la plaine de Versailles parce qu'on avait donc été appelé il y a 7-8 ans pour mener une étude sur la question de l'inscription du bâti agricole et en la liant justement à la diversification de l'agriculture, parce c'est un grand territoire céréalier, la plaine de Versailles. Et petit à petit, en fait, ce qui s'opère depuis 10 ans, c'est une grande partie de diversification, donc avec des agriculteurs qui s'orientent plutôt vers du maraîchage, vers de l'arboriculture et des circuits courts. Et donc, de nouvelles constructions qui posent aussi question, pas forcément aux citoyens, mais aux élus, en disant souvent que pour eux, les constructions agricoles peuvent poser problème. Et donc, on avait mené une charte et une réflexion élargie à l'échelle du territoire sur ces questions. Et dans ce cadre, en fait, la plaine de Versailles, ce que ça nous avait permis d'appréhender et peut-être de mieux comprendre, c'est que dans les évolutions qu'il y a pu avoir, justement, dans ces rapports entre urbanisme et espace agricole, ce qui avait disparu et ce qui avait été grignoté, donc ce qu'on voit à droite, les surfaces pointées en rouge, ce sont pointé en rouge, donc ce sont les espaces agricoles par les constructions et les étendues pavillonnaires. Mais avant tout, donc je le disais, c'est l'espace agricole, mais surtout, en fait, et c'est ce qui est pointé en vert à gauche, ce sont tous les espaces vivriers intermédiaires, en fait, qui étaient des espaces de subsistance. Les potagers, on voit bien, il y a quelques vergers. Et du coup, c'est ces espaces-là, en fait, qui, encore plus peut-être que l'espace agricole, a été rongé et a disparu en fait sous l'effet de la pression urbaine, aussi parce que nos sociétés ont changé complètement de modèle agricole et de modèle nourricier. Et ce simple fait en fait d'observer ça fait aussi qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui est aussi à réinterroger, c'est peut-être justement ça. Ce sont sans doute ces espaces intermédiaires, ou en tout cas ces espaces d'interrelation, porté peut-être par d'autres profils. Là, en 1950, c'était encore les personnes qui habitaient ici, qui travaillaient ici et qui, du coup, cultivaient leurs prairies et les prés et les vergers proches.
peut-être que c'est d'autres acteurs aujourd'hui qui jouent ce rôle-là, mais en tout cas, cette recomposition et cette relocalisation quelque part de la production agricole et nourricière, c'est quelque chose qui a disparu et qui, sans doute, est nécessaire aujourd'hui, qu'il est nécessaire de retrouver. Dans la veine de cette étude, justement, ce qu'on avait essayé de porter, donc là, ici, c'est à l'échelle d'un village, c'était justement de réfléchir sur des axes de réflexion qui pouvait y avoir pour reconfigurer, quelque part, et redonner une place juste aussi, une présence à la question de la production agricole. Donc, justement, avec la recomposition et la pensée de ces ceintures ou de ces franges, on peut les appeler un peu comme on veut, mais en tout cas de ces liens, ces espaces liens plutôt, médians entre espace agricole et espace urbanisé. La question aussi de se réinterroger sur le bâti agricole existant, qu'il soit ancien ou nouveau, pour accueillir de nouveaux usages, pour permettre aussi des diversifications agricoles, des lieux de vente, l'hébergement aussi de travailleurs saisonniers. La création aussi de nouvelles polarités agricoles, du coup avec des usages et des lieux en fait utiles justement pour mettre en valeur, donc ça c'était le point 3 par exemple, c'est-à-dire se raccrocher au plus près des circulations et des polarités en fait urbaines actuelles, en valorisant donc la place de l'agriculture. Et ensuite aussi c'est se réinterroger sur les manières de parcourir et de quelque part de reconnaître et de se lier à nouveau avec l'espace agricole, c'est le point 4, avec donc tout un maillage de chemins. Là, on est sur des grandes allées royales, des cheminements qui sont assez importants à l'échelle de la plaine, qui permettent de raccorder des communes entre elles, et qui finalement, en fait, sont assez, enfin, en tout cas, il y a 5-6 ans encore, étaient assez peu, relativement oubliés, et qui nécessitaient d'être découverts. Et c'est tout un travail. Alors, c'est pas que cette étude qu'il a initiée, mais quand même, ça a participé aussi au fait de se dire, la valorisation des espaces agricoles, elle peut aussi se faire par l'inclusion d'un maillage de mobilité douce et autres dans ces espaces-là, pour faire aussi en sorte que ces espaces agricoles participent de la qualité du cadre de vie. Et se dire que, à la fois le week-end, mais aussi quand les gens vont travailler, en vélo ou autre, là on est à 10 minutes en fait de Versailles, finalement il y a d'autres parcours qui peuvent être imaginés, et l'espace agricole dans son entier peut aussi devenir un territoire de découverte et de vie, quelque part aussi, qui s'inclut plus en fait dans les pratiques urbaines. Un autre site de projet que je montre, qui est un peu dans cette idée-là, c'est un projet qu'on a porté sur Pau, où là aussi c'était une question, une relation, une problématique quelque part d'enclave, c'est-à-dire que c'est un site, on le voit sur la gauche, au début c'était un site un petit peu inclus dans un ensemble d'agriculture, de polyculture, avec quelques espaces habités à proximité qui étaient le long d'un chemin historique, construction de l'autoroute dans les années 80, un site qui petit à petit s'enclave, et aujourd'hui, 1994 jusqu'à aujourd'hui, le casino qui est construit à côté, des constructions de plus en plus denses, l'hôpital aussi qui est à proximité, et il y avait une parcelle résiduelle qui n'était pas raccordée au réseau, et finalement qui avait été utilisée par une occupation agricole, on pourrait dire un peu pionnière ou alternative, qui fait que, de manière transitoire, pendant 10 ans, sur un espace qui était destiné à être urbanisé, finalement il y avait une activité agricole qui tenait place, du coup, aussi parce que quelque part c'est un terrain dont personne ne voulait vraiment, du coup. Et ce que nous a demandé l'agglomération de Pau, ça a été de réfléchir justement, de se dire, est-ce que ce terrain doit rester et doit devenir une poche résiduelle dévolue ou vouée quelque part à l'urbanisation, donc la dernière poche à construire quelque part de ce côté-ci de l'agglomération, ou est-ce qu'au contraire, la présence d'agriculteurs, on pourrait dire, allez, entre guillemets, et sans que ce soit péjoratif, mais un peu du dimanche quelque part, qui était présent ici, est-ce qu'elle pouvait avoir sa place, et comment la lier à une occupation peut-être plus pérenne, plus professionnelle, qui pourrait aussi rester associative, et finalement comment concilier potentiellement ce jeu-là d'acteurs pour faire aussi en sorte que cet espace agricole, qui est aujourd'hui un peu oublié de tous, puisse devenir un peu un lieu premier, un espace vitrine aussi quelque part à l'échelle de la métropole, et de non plus être perçu comme un espace résiduel d'arrière-urbanisation, mais quelque part plutôt comme une sorte de porte agricole avec ses valeurs propres. Et ce qu'on a essayé de réfléchir justement, donc l'entrée première, c'était de travailler sur cette parcelle.
Et une des autres problématiques, entre guillemets, qu'il y avait, c'était ici la présence de gens du voyage. Donc c'était vraiment un site considéré comme étant des errances, un peu oublié de tous et autres, et où la demande première des élus, ça avait été de dire, la question elle est simple, les gens du voyage, ils partent, ce sera un parc agricole au mieux, mais ils n'ont pas leur place, ils n'ont pas leur place ici. Et nous, c'est quand même des sujets, des questions qui nous posaient problème. L'autre question aussi, c'est que c'était un site, donc il y avait une douzaine d'hectares, sur lequel finalement il y avait un agriculteur qui lui aussi faisait paître un petit peu ses moutons de temps en temps. Et l'inclusion quelque part d'une dynamique professionnelle maraîchère plus importante aurait amené quelque part à son départ. Et on trouvait que c'était un peu dommage. Donc la stratégie qu'on a adoptée, finalement, elle était assez simple. Ça a été d'abord de s'ancrer et de travailler avec les acteurs du site, tous qui étaient présents ici, aussi avec les gens du voyage, du coup, avec l'agriculteur donc qui était là, aussi avec les autoroutes, parce qu'ici, là, on est sur des enclaves, enfin des parcelles de Vinci Autoroute, et aussi avec les élus. Et donc, on a mené tout un travail de concertation de terrain, du coup, où pendant une journée, parce qu'il y avait un certain nombre d'acteurs, je le disais, il y avait plusieurs associations, des semi-professionnels en fait qui commençaient aussi à s'intéresser au site. Donc en fait, on a fait toute une journée où chacun est venu présenter ce qu'il fait sur site, sa perception du site et l'interrelation qu'il pouvait avoir avec les autres acteurs. Et je dis ça parce que c'était important dans la définition du programme, c'est-à-dire que l'objectif et plutôt la finalité en fait du projet, de cette faisabilité qu'on avait énoncée. Finalement, ça n'a pas été de dire on va amener toute une structuration architecturale, paysagère et autres, ou en tout cas on va l'amener, mais pas seulement, mais en tout cas c'est d'arriver à dépasser un petit peu les clivages ou les tensions qu'il y aurait pu avoir sur ce site pour faire en sorte que chacun se comprenne et qu'on voit quelle place, quel acteur peut avoir sur cet espace. Et ce que ça a permis, en fait, et c'était assez fulgurant, c'est qu'en un jour seulement, finalement, les élus se disent, mais en fait, les gens du voyage, ils vont rester parce que leur présence, elle est nécessaire. Et ils ont convaincu ensuite tout le conseil municipal. Pourquoi elle était nécessaire? Parce que finalement, ce qui a été révélé, c'est que les acteurs qui étaient présents en fait sur le site ici, la présence du gens du voyage, en plus de coopération éventuelle qui pouvait y avoir, elle permettait d'assumer une forme de surveillance, quelque part tacite, on pourrait dire, qui est souvent une des problématiques justement de ces lieux agricoles périurbains isolés. Et du coup, il y a tout un travail de concertation, d'échange et autres qui a pu être travaillé pour justement créer et générer des mises en lien, en tout cas faire en sorte que les aires, l'espace d'accueil des gens du voyage, c'était des aires familiales, donc où il y a une certaine forme de pérennité de la présence des gens du voyage ici, elles soient mieux assumées, elles soient mieux quelque part cadrées aussi, mais en tout cas qu'elles permettent des connivences, des liens de convivialité aussi, et de faire en sorte que chacun ne se regarde pas en chien de faïence quelque part, ou qu'il y ait de la défiance entre les différents acteurs sur le site. Et aussi, je le disais, le lien avec Vinci est important, parce que le départ de l'agriculteur qui était supposé, finalement, l'accroche avec Vinci, le fait de dire finalement vous avez tout un talus d'autoroutes à proximité qui est quand même qui représente des surfaces assez considérables que vous êtes en charge d'entretenir et qui est coûteux pour vous. Une gestion par pâturage en fait serait beaucoup plus intelligente. Et du coup c'est une action à laquelle Vinci a souscrit et qui fait que du coup une aire de pâturage a été décidée sur les emprises en continuité donc du parc agricole. Et ensuite tout le travail aussi qui a été mené, c'est tout un travail ensuite de gestion des eaux, de maintien des eaux, de matière organique aussi sur la parcelle, et aussi de faire en sorte par un jeu paysager en fait assez simple, donc des haies qui étaient existantes mais qu'on renforce, de créer une structure en fait qui permette que entre acteurs variés, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des associations, des acteurs plus professionnels, un espace test aussi pour des agriculteurs, mais que finalement au gré de l'évolution en fait de chacun des acteurs, c'est-à-dire que si par exemple le potager collectif s'agrandit, ils peuvent prendre deux entités entre des haies, ou au contraire si à un moment donné leur activité est un peu plus faible, ils peuvent la réduire. Les acteurs professionnels peuvent être présents ou pas en plus grand nombre, des parties aussi peuvent être laissées en jachère, mais en tout cas il y a cet enjeu quelque part d'évolutivité et de penser d'un espace agricole aussi relativement souple du coup, mais avec un espace et un cadre en fait qui permettent aussi la concomitance de chacun des acteurs.
et aussi en lien avec l'espace du coup l'espace de l'ère des gens du voyage, ce rapport aussi donc à de lieux, d'avoir des lieux de convivialité qui font que l'espace agricole c'est un espace de travail, mais c'est aussi un lieu où on peut apprécier et passer du temps apprécier d'y passer du temps. Et donc le dernier lien en fait et créneau un petit peu sur cet enjeu de parc, c'était aussi une problématique souvent assez régulière, qui est celle de la fréquentation du public. Et donc ce qu'on a travaillé justement, c'est des bandes d'intermédiaires qui gèrent des espaces naturels plutôt arborés, de réception, de gestion aussi des eaux pluviales, qui soient donc des espaces pâturés, c'est-à-dire que par exemple toutes ces bandes passantes de périphérie du parc, elles peuvent être pâturées, c'est-à-dire qu'on rentre dans un parc agricole pâturé qui est en lien et en frange de l'espace de maraîchage, et qui créent ces espaces interstitiels assez forts et importants, et qui font aussi qu'on assure et qu'on maintient en fait une possibilité d'interaction entre pratiques plus récréatives de promenade et l'activité agricole. C'est important pour nous, ça, et c'est quelque chose en fait, qui n'est pas toujours facile à défendre, parce que souvent, il y a une défiance aussi de la part des agriculteurs de dire, en gros, on n'a pas envie d'être embêté par des urbains qui viennent, qui vont jeter des trucs, qui vont nous regarder, et on a envie d'être chez soi. Certes, mais nous, ce qu'on essaye aussi de défendre, et ça on le dit très librement aussi en tant que fils d'agriculteur, c'est que tant que l'agriculture, elle ne sera pas comprise, observée, vécue, et donc appréciée, quelque part, on aura toujours du mal à donner une valeur quelque part aussi à ce qu'on mange, à ce qu'on voit être produit localement. Et c'est pour ça qu'au-delà des bienfaits récréatifs ou autres, de voir un espace agricole qui peut être sympa, il y a un rôle pour nous qui est quand même beaucoup plus important justement sur cette perception et ces interrelations qui nous semblent nécessaires. Et enfin, c'est juste pour rappeler un point aussi qui est important, c'est qu'ici, il s'agit quand même de petits projets, même si ça porte sur 12 hectares, mais que même ces actions-là, finalement, elles sont aussi importantes. Là, on présente la trame verte et bleue à l'échelle du PLUI de Pau, d'agglomération de Pau. Quelque part, même ce canevas agricole, dans la mesure où aussi il permet la réintégration de dynamiques aussi naturelles, il est aussi important à l'échelle du territoire. C'est que souvent, ces espaces-là, c'est des maillons qui peuvent participer d'une vision territoriale aussi et de continuité beaucoup plus forte. Ici, je présente juste rapidement aussi un travail qu'on est en train de mener, qu'on a remporté avec 3 agences, donc Codex, Estran et nous-mêmes, donc urbanistes, paysagistes, et nous, on fait le lien entre les deux, archi et paysage. Du coup, sur la question, en fait, c'est un parc d'une centaine d'hectares, enfin un agri-parc, qui est une thématique montpelliéraine. Il y a déjà d'autres agri-parcs à Montpellier. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est un projet qu'on a remporté à l'issue d'un dialogue compétitif, et où la demande de la mairie, finalement, c'était de dire, en fait, sur ce secteur, il y avait 40 hectares qui étaient destinés à être construits. Et le Covid aidant, en fait, on se dit qu'il ne faut pas le faire, et la mairie a fait le choix de réduire à 8-9 hectares les surfaces construites sur cet espace en frange urbaine, mais en s'interrogeant sur quoi faire, quelque part, de tous ces espaces-là agricoles qui, finalement, même d'un point de vue agricole, sont sous-utilisés. Et voir aussi, donc c'est les tâches un peu plus marron qu'on peut observer, là c'est l'état initial, le fait de la spéculation foncière a fait aussi qu'il y ait une forme de développement heureux d'une biodiversité quelque part, avec des espaces en friche ou autres, où une végétation plus spontanée quelque part a pu pousser. Et donc les choix du projet quelque part, ça a été de dire tout simplement, on limite les espaces bâtis, ce seront avant tout des espaces agricoles ou agri-urbains en tout cas, où la question des ressources, des matériaux employés sera prépondérante, où il n'y aura pas de voitures non plus, et où tous les sols seront pensés pour des questions nourricières et de production alimentaire. Et aussi et surtout, c'est de redéfinir et de reconfigurer aussi les espaces agricoles autrement, du coup, de les réintensifier quelque part, dans le sens d'un maillage en fait à la fois arboré, développement de cultures aussi de proximité beaucoup plus forte du coup, et aussi le maintien des espaces, on pourrait dire de biodiversité, non pas, en ayant des modes de gestion qui eux-mêmes soient aussi agricoles.
Et ce qu'on a initié, donc là depuis 1 an à peu près qu'on a remporté le projet, donc on a remporté sur ces bases-là le projet, mais on a dit à la métropole, en fait c'est pas, voilà, on vous a fourni un projet, il faut maintenant qu'on l'active et qu'on l'anime, mais il faut qu'on trouve une méthode qui fasse que ce projet il tombe pas comme ça, qu'il n'arrive pas un petit peu du ciel, mais qu'il soit ancré aussi vis-à-vis des pratiques propres à votre territoire. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on allait rencontrer tout un ensemble d'exploitations agricoles qui existent au sein de la métropole, nous, mais aussi avec tous les services, enfin tous non, mais une bonne partie des services intéressés de la métropole au projet, pour que finalement, au début, ils étaient assez réticents, on les tirait un petit peu par la manche quand même, mais au bout de 3-4 visites, en fait, ils se sont vraiment pris au jeu, et eux-mêmes, en fait, ils nous ont dit, mais ce que vous nous montrez, c'est qu'en fait, déjà, ce projet, il est nécessaire, en fait, qui peut trouver une place vis-à-vis d'un tas, en fait, de jeunes agriculteurs ou autres qui s'exercent dans des espaces tests à l'échelle de la métropole, mais qui ne trouvent pas de foncier, et surtout, c'est que finalement, tous les ingrédients et tous les agriculteurs qui pourraient être présents ici, sur un projet qui à première vue pourrait sembler, même encore aujourd'hui, un peu utopique ou un peu bobo, quoi, entre guillemets, on pourrait aussi le dire, quelque part, en fait, tous les acteurs sont là et sont présents. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, cette année, on a fait la première phase plutôt de diagnostic, qui a des temps assez longs, mais de diagnostic, de réflexion, de mise en lien entre les élus et les potentiels porteurs de projets agricoles du territoire. Et là, cette année, il y a tout un tas d'appels à manifestation d'intérêt qui va être déclenché, du coup, pour voir et travailler avec des agriculteurs potentiels, et aussi et surtout la métropole donc, de Montpellier, qui a pris conscience de la nécessité aussi d'acquérir de plus en plus de foncier, pour justement maintenir, appuyer et aider des types d'activités agricoles qui sont aussi nécessaires à l'échelle de la métropole et des autres politiques qu'il porte. Et donc là, je présente juste, par exemple, ça c'est des temps de concertation. Donc c'est en lien, je pense aussi avec ce que vous avez montré avant et ce que je disais en introduction. Pour nous, la question du projet, elle se fait certes à l'agence, on la travaille en équipe et aussi avec d'autres partenaires. Je le disais, là on est 3 agences par exemple. Mais aussi, elle se travaille avec les habitants, avec les acteurs du territoire, avec les élus, et dans des cadres aussi qu'on essaye de rendre toujours aussi un peu conviviaux et ou décalés. Et donc là, par exemple, c'est des balades en fait qu'on organise où on se pose sur place les questions du projet. Du coup, et on se dit, demain, ici, qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est important aussi dans le cadre du projet. Et c'est intéressant parce qu'en fait, souvent, on y va un peu, c'est toujours des moments quelque part un peu hasardeux. Ici, quand même, avec des grandes métropoles, il y a des élus, ils ont confiance, mais quand même, ils se disent, bon, il ne faut pas qu'il y ait de gaffe politique ou autre. Ils sont toujours un peu réticents au début. Et c'est assez chouette parce que finalement, se poser autour d'un arbre, il y a des moments, je sais plus, là, par exemple, c'est la vice-présidente de la métropole qui allait un petit peu à reculons et finalement qui est ravie en fait de faire ce temps d'échange où, au lieu d'avoir des réunions de concertation où chacun s'écharpe un petit peu ou est mis en défiance, là, il y a des accords assez simples en fait qui sont trouvés aussi parce qu'on est dans des cadres plutôt tranquilles. Là, voilà, c'est d'autres cadres de concertation et aussi des dispositifs qui peuvent être plutôt drôles et importants. Là, par exemple, c'est une fanfare qu'on invite le jour d'un temps de concertation où là, c'est un atelier de plantation d'arbres, du coup, pour initier aussi le projet. Et à gauche, en fait, c'est une famille de migrants syriens qui est hébergée, en fait, pendant un temps donné, dans une habitation qui est mise à disposition de la métropole, donc sur le site. Et c'est tout bête, mais la population à l'échelle du quartier aujourd'hui a plutôt tendance à regarder cette habitation depuis la haie, un peu en défiance. Et des temps et des moments comme ça, finalement, tout le monde était autour, commençait aussi à parler avec les gamins qui étaient tout contents qu'il y ait une fanfare, créer aussi un moment et des lieux festifs, encore une fois en se liant aux questions agricoles, mais aux questions de projet, fait que finalement, il y a des regroupements et des accointances aussi qui se forment et qui font que sur un territoire donné, cette question de la défiance, elle disparaît aussi, elle disparaît un peu. Voilà, donc ça c'était un petit peu le premier temps et donc le temps des études qu'on mène donc à l'agence plutôt à l'échelle des territoires. Et à présent, donc je vais vous montrer, et bon c'est en lien aussi, mais de manière plus concrète, la construction de bâtis agricoles qu'on peut porter et mener au niveau de l'agence.
Donc ici, il s'agit d'un de nos premiers projets. Donc il s'agit de la zone agricole de Bonneval-sur-Arc, qui en fait, donc premier projet, c'était le premier appel d'offres auquel on répond, premier concours qu'on remporte. C'était un truc assez gros, assez complexe aussi. On n'était pas du tout aguerri, enfin on sortait de l'école, hein, donc on n'était pas du tout aguerri à la question de la concertation. On y allait un peu naïvement aussi au début, en allant voir chacun des agriculteurs. Et bon, c'était notre premier projet et on a pris du plaisir à le mener, mais je pense que j'ai perdu beaucoup de cheveux. Mais encore une fois, on peut dire que ben, voilà, on essuie toujours un peu les plâtres dans ce métier à un moment donné ou à un autre, et même de manière récurrente. Mais disons que il y avait cet enjeu aussi appréciable, mais quand même de se dire ben, à un moment donné, boum, comment on se confronte au fait de faire projet avec une maîtrise d'ouvrage, donc qui était une Comcom, mais qui ensuite louait les bâtiments, enfin les déléguait ensuite à la commune, pardon, et les louait à des agriculteurs qui étaient déjà désignés en fait. Donc où il fallait qu'on voit les plans avec chacun d'eux. Voilà, c'était quelque chose un projet dont le montage n'était pas évident. Et donc du coup dans les enjeux en fait de ce projet, nous ce qu'on avait pressenti et vu, c'est que il y avait en fait une nécessité quelque part, comment dire, de recréer une portion ou un morceau du village. Ce qu'on voit de manière très nette, c'est-à-dire que là c'est l'ancien village de Bonneval-sur-Arc, qui est un des plus beaux villages de France, en très haute Maurienne, on a 1800 mètres d'altitude. Ici la partie qui était plus récente. Là, on a l'Arc qui passe, donc la rivière, un torrent qui est assez fort et prégnant. Et de l'autre côté, donc relégué derrière toutes les activités villageoises montrables, était présente la parcelle de la zone agricole. Et donc, ce sur quoi on essayait de travailler, c'est le rapport au village, même s'il y a une rivière en fait qui la coupe, et aussi les vues. Donc là, on est sur la route du col de l'Iseran, donc une route touristique très très forte et importante. Et du coup, c'est ce rapport-là, quelque part, qu'on avait essayé d'imaginer, d'importance en fait à accorder à la perception d'une forme de rue agricole qui venait tisser un lien entre l'ancien village et le nouveau village, mais aussi sur la question de la reconquête des sols. En fait, ce projet, pour nous, c'était ni plus ni moins, quelque part, d'un point de vue programmatique, que la constitution d'une zone d'activité, comme il y en a plein, en fait, dans les périphéries de villages. C'est-à-dire que l'agriculture, ici, c'est l'activité économique du village. Et du coup, ce qu'on avait essayé de porter et de faire, du coup, c'est de penser, justement, cette relation au sol et à l'espace des toitures. On est sur un site soumis à validation de l'architecte des bâtiments de France. Et du coup, la question pour le coup, de l'intégration qu'ils souhaitaient, elle se traduisait soit par une couverture végétalisée, soit par une couverture en lauze, et donc en pierre. Et le choix qu'on a opéré, et qu'on a dû porter ensuite donc tout le temps du projet, c'est de se dire, on ne va pas non plus faire juste une couverture végétalisée pour que ça fasse beau et qu'on cache du mieux possible les bâtiments, mais au contraire, on va essayer de la rendre utile d'un point de vue agricole. Et donc, du coup, ce qu'on a travaillé justement avec un bureau d'études ensuite spécialisé dans la recomposition des pistes de ski, qui sont aussi potentiellement l'été des espaces agricoles, c'est sur une fine couche de terre, donc de 30 cm au total, la capacité en fait des toitures à accueillir une végétalisation et donc à devenir un espace pâturable. Donc la méthode, ça a été d'enlever donc la terre du site, de la mettre de côté pendant le temps du chantier, de la remettre ensuite avec de la matière organique aussi du site, c'est-à-dire issue des fumiers en fait des exploitations agricoles et amendée donc sur place, de la remettre sur les toitures et aussi de la semer avec des fonds de grange en fait, des graminées ou autres qu'on pouvait avoir dans les granges du village, qui fait que là c'était 2-3 ans après la création du projet. Finalement en fait on a aussi une forme de entre guillemets de patine qui fait que entre les pâtures et les toitures du bâtiment, on a une forme d'accordance en fait qui se crée et qui se génère. Très clairement, ce coup des toitures pâturables, ça nous a permis d'avoir, je pense, en partie le projet, mais d'emblée on nous a dit qu'on était un peu des rigolos et que ça marcherait, enfin déjà que ça marcherait jamais, donc déjà et d'une on arrivait à le faire. Quand on l'a livré, tout le monde nous disait ouais ça sert à rien, c'est pas utile, il va falloir qu'on aille faucher là-haut, c'est pas terrible.
Et finalement, donc là, le projet, ça fait 10 ans à peu près, 12 ans, pardon, qu'il est réalisé. Et en fait, au bout de 3-4 ans, la présence des toitures pâturables, elle a permis l'installation d'un jeune chevrier, pardon, en fait, qui n'avait pas de foncier en vallée, qui avait juste des alpages. Et donc, en fait, il utilise les surfaces de toiture dans le temps interstitiel, du coup, qui peut avoir entre la descente et la remontée des estives, avec donc une proximité avec ces bâtiments. Et c'est un mode opératoire, en fait, et d'activité qui, finalement, perdure encore aujourd'hui. Donc, pour nous, c'était important, parce que c'était un projet un peu pilote de ce point de vue. C'était lancé quand même une suggestion qui pour nous était qui était importante et qui a trouvé quelque part un écho, une résonance importante. Donc voilà, ici quelques vues et images du projet. Le fait aussi, c'est tout bête, hein, même si comment dire, pour nous c'est important, cette notion de rue agricole, c'est accepter aussi que ce soit pas aménagé. Il n'y a pas des trottoirs, mais ça aussi c'était un combat avec la Comcom qui disait mais mettez de l'enrobé, mettez des trottoirs, des bordures, il faut que chacun ait sa place. On a dit non, en fait, on met juste un matériau terreux qui est quand même stabilisé. Chacun pose ses balles rondes ou autres, c'est-à-dire qu'il y a tout ce temps d'activité estivale, on amène les foins, on le pose juste, on va chercher le fourrage parce que les agriculteurs sont extrêmement pressés en fait quand ils ont à travailler sur site et à aller chercher leur foin. Donc il y a toute cette animation, ce côté un peu bordel aussi hein, qui nous gêne pas, parce que ça fait partie de l'activation et de la vitalité agricole et qui fait qu'on est sur une rue très, très simple, qui structure, qui donne une cohérence à l'espace et pour chacun des bâtiments, donc encore une fois, sans clôture, sans rien, mais juste avec des recoins, des alcôves, des petits espaces en fait interstitiels qui fait que malgré tout, chaque bâtiment a son espace et son entité propre du coup. Et encore une fois, hein, ça a aussi été un combat parce que c'est une ICPE pardon. On est sans clôture du coup. Et ça, la Comcom, sans clôture périphérique, pour n'importe quelle zone d'activité ou autre, la communauté de communes souhaitait qu'il y ait des clôtures. On a fait l'effort et on a insisté pour qu'il n'y en ait pas. Et encore aujourd'hui, ça perdure. Et là, juste cette image, elle est aussi pour nous assez importante. Elle permet juste de traduire le fait que là, c'est journal régional. Mais en fait, pour nous, c'est important parce qu'en fait, quand on a travaillé sur le projet, je parlais tout à l'heure de la question de la concertation avec des agriculteurs qui n'était pas simple. En fait, ils se regardaient un peu tous en chien de faïence. Ils voulaient juste savoir à côté de qui ils allaient être pour pas être à côté de tel ou tel voisin. Enfin, c'était quand même assez complexe. On le raconte souvent cette anecdote, mais moi je la trouve marquante. C'est qu'on est venu sur le chantier un coup. La veille, il y avait un agriculteur. Deux agriculteurs s'étaient battus à coups de fourche parce qu'il y avait une vache qui avait mangé dans le pré du voisin. Donc, c'est pour vous donner un peu l'ambiance, quoi. Et du coup, là, 5-6 ans après, en fait, c'est aussi un projet qui a été exposé à la Biennale de Venise où on a fait tout un reportage. Dans le cadre de la Biennale, il y a eu un reportage qui avait été fait qui était assez chouette et intéressant et qui montrait ça aussi, le fait que finalement, c'est un espace commun que les agriculteurs se sont, on apprécie en fait entre eux et qui devient un peu leur rue ou leur place de village, qui fait qu'il y a des coopérations aussi nouvelles, une sorte de communauté agricole quelque part, qui s'est enclenchée aujourd'hui. Et autant au début c'est un projet localement hein, qui a eu un peu de mal à retomber. Aujourd'hui, même les coopératives disent finalement c'est un super modèle. Les grosses questions, hein, c'était le fait que les agriculteurs soient toujours locataires. Et finalement, ça permet de maintenir leur activité, de ne pas être empêtrés dans des emprunts qui sinon seraient considérables, et pour la collectivité d'avoir un outil agricole pérenne, c'est-à-dire que la place des agriculteurs, elle est maintenue, et elle permet aussi la valorisation des élevages et du pâturage. Un autre projet que je montre ici, qui est un centre équestre. Ici aussi, c'est une collectivité publique, du coup, sur un site touristique. Et ce projet, pour nous, il est important parce qu'il permet juste de dire que, par rapport à la question des bâtiments agricoles de grande dimension, au lieu de chercher sans cesse ou toujours à se dire il faut les morceler, il faut briser ou casser les volumes, ou faire en sorte d'avoir plusieurs petits volumes pour qu'il y ait une meilleure inscription ou intégration paysagère, justement, quelque part, des fois, prendre le parti de la grande échelle, d'assumer celle du paysage, de se dire un bâtiment agricole aujourd'hui, là on est sur une construction de 3000 m², elle peut aussi être appréhendée à l'échelle de paysages beaucoup plus larges,
assumer aussi une forme d'abstraction, quelque part, faire disparaître un petit peu sa forme ou le registre, quelque part, du construit. C'est aussi une stratégie qui peut être adoptée. L'autre point qui est important, c'est que même s'il s'agit de bâtis agricoles de grande dimension, c'est pas pour autant qu'en tant qu'architecte, on n'a pas un travail à faire sur une relation fine en fait entre les niveaux et le sol sur lequel s'inscrivent ces bâtiments de grande dimension. Donc là, c'est juste une vue en coupe qu'on a fait pour expliquer au maître d'ouvrage que, en fait, on va limiter tout le travail. Il était hyper simple. On va limiter en fait toutes les aires de giraction autour du bâtiment, c'est-à-dire d'avoir des façades nettes qu'entre façade et espace pâturé de manière la plus neutre possible. Donc par exemple de ce côté-ci, travailler aussi sur les niveaux, c'est-à-dire qu'on vient s'inscrire dans la pente. Le couloir d'alimentation, l'aire des box, elle est en surplomb, 1,20 m au-dessus en fait, de la carrière, qui elle-même est en dessous du cheminement et de la canopée qui est située en dessous. Et tout ça fait que finalement, même si on est sur des grandes plateformes, on vient les ajuster le plus finement possible en fait, avec le terrain d'assiette du projet. Et au final, ça donne ça. Les vues précédentes qu'on voyait, c'était plutôt un bâtiment qui semble très fermé, très effacé, encore une fois, à l'échelle plutôt des parcelles en fait, du paysage. Et de l'autre côté, quelque chose de complètement ouvert qui donne sur la canopée. Là, on voit le lien, hein, le rapport et le niveau avec le site. Et ici, par exemple, où on a le chemin arrière qui est en contrebas, qu'on ne voit pas depuis les espaces intérieurs, et qui du coup fait que ce bâtiment, même encore une fois, il est grand, mais on a la sensation et l'impression qu'on est un peu en lévitation et en rapport direct aussi avec la canopée des arbres. Et aussi un point important, donc je pense que vous l'avez vu, c'est une construction agricole hyper basique, béton pour les murs et couverture bac-acier, plus un peu de polycarbonate en couverture. Et le choix qui avait été fait, c'est rajouter, c'est la première fois qu'on l'avait fait, de rajouter des ganivelles en fait en toiture. C'était une grande interrogation du maître d'ouvrage, mais on l'a fait pour différentes raisons. D'abord pour des rôles, un rôle esthétique, avant tout qui nous importait, plus qu'esthétique, pour justement aller vers cet effacement de la dimension constructive dont je parlais tout à l'heure. Le fait de le faire aussi, pourquoi en ganivelle avec un matériau brut, donc c'est du châtaignier, qui quelque part a déjà bougé. Quand on regarde je pense que vous avez vu les vues précédentes, les ganivelles, elles n'ont pas de rapport entre elles, elles ne sont pas fixées entre elles, sinon les rouleaux, mais quand elles sont à côté, on est sur un matériau brut qui a déjà vécu quelque part, et donc qui fait que même si le matériau vit encore aujourd'hui, personne n'est là en train de dire c'est un bâtiment qui vieillit mal, tout simplement parce que son altérité quelque part ou sa rugosité, elle était déjà admise. Et les autres usages, en fait, qui sont tout aussi importants, c'est des usages thermiques, c'est-à-dire que la ganivelle, elle assure un lit de ventilation. Elle fait aussi en sorte que quand il y a des gros orages, de la grêle ou autre, il y a une forme d'affaiblissement acoustique qui s'opère. Et elle vient aussi filtrer la lumière à travers les éléments de polycarbonate pour avoir une ambiance plus douce et chaleureuse aussi dans les espaces intérieurs. Ici, un autre petit projet en fait de hangar agricole, projet tout simple qu'on a pour un client avec qui on travaille de manière récurrente depuis 5-6 ans maintenant. Et pareil, en fait, ça c'est important. C'est-à-dire que ce client, il est venu me voir un jour, il me dit, ouais, là j'ai fait faire un bâtiment, j'ai un projet de bâtiment agricole, j'ai des plans et tout ça, fait par un constructeur. Je suis pas hyper convaincu, mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et du coup, donc je regarde les plans, je lui dis ouais, en fait c'est pas terrible. C'est pas génial, et vous allez surtout consommer beaucoup d'espace agricole en fait pour vos girations, pour accéder au fourrage, alors qu'un bâtiment tout simple en fait qui vient à l'orée de votre cour et en lien avec vos bâtiments patrimoniaux, sans empiéter justement sur de l'espace agricole, aurait toute sa place. Et donc ce qu'on a travaillé, c'est une structure hyper simple avec une seule ouverture, du coup principale, donc une entrée du fourrage par un seul côté, un autre accès qui est permis de manière latérale, mais juste en cas de besoin, en impérieuse nécessité, on va dire. Un cadre aussi de réemploi, c'est-à-dire que la grande porte coulissante qu'on voit, en fait c'est une porte que ce client avait, qu'il enlevait d'un autre projet qu'il était en train de remanier. Donc c'était une grande porte d'une ancienne grange qu'on a pu mettre ici en place. Et toujours dans un rapport, donc c'est une continuité un petit peu des obsessions qu'on peut avoir. Là, toujours, c'est les ganivelles, mais cette fois qu'on a aussi mis en façade avec à l'arrière
une façade en polycarbonate. Et ici, c'est intéressant et important parce qu'en fait, c'est un projet, on le voyait, qui est proche d'espaces patrimoniaux, enfin d'éléments bâtis qui sont plutôt, plutôt intéressants, mais aussi et surtout, en fait, il est visible depuis une route départementale. Donc, à l'entrée d'un village, c'était un peu les vues lointaines que je présentais au début. Et en fait, ce que ça raconte finalement, cette enveloppe-là, c'est-à-dire polycarbonate plus les ganivelles, c'est encore une fois cette forme d'abstraction, de silhouette très légère et épurée, dans un rapport entre un hangar hyper basique et des bâtiments patrimoniaux qui sont présents sur une crête, donc à proximité, mais aussi et surtout, c'est un hangar à fourrage, c'est aussi cette notion de réservoir, et de se dire que le soir, en fait, quand il est éclairé, au fil de la saison, tantôt il est plein, en fait, et tantôt, quelque part, la forme bâtie, en fait, apparaît vraiment comme une grosse lanterne de plus en plus prégnante. Et aussi un apport de lumière naturelle à l'intérieur aussi des espaces. Ce rapport-là, hein, je l'évoquais, cette notion de réservoir, encore une fois, ça peut sembler être une sorte de lubie d'architecte ou autre, mais elle est aussi importante parce qu'elle permet d'être dans un rapport économique quand même aux matériaux, d'une part, avoir une peau et une enveloppe translucide pour le bâti, mais surtout, hein, donc la route départementale, elle passe juste en dessous. C'est aussi, encore une fois, ce que je disais au départ, c'est raconter de manière simple et légère un petit peu le rythme des saisons agricoles pour tout un chacun, du coup, qui passe sur la route, qui se dit, tiens, début de saison, le bâtiment il est plein, à la fin il est vide. C'est réinscrire en fait, de manière subtile, en fait, ces temporalités agricoles dans la vie de tout le monde, quelque part. Et c'est un projet, c'est assez marrant parce que c'est un projet tout simple, c'est un petit budget, et face à d'autres gros projets qui ont obtenu le prix régional de la construction bois, par exemple, parce qu'on est dans des cycles et des pensées de projets vertueuses. Ici, je vous présente aussi donc, le dernier projet agricole, interagricole. En fait, il s'agit d'une remise qu'on est en train de finir et de réaliser pour la Maison Trois Gros, donc, qui sont des restaurateurs assez étoilés. Il y a un documentaire d'ailleurs qui est sorti sur eux en ce moment, qui est une famille importante, en tout cas dans notre région, à l'échelle rouennaise, et qui est aussi importante parce que Patrick Bouchin, hein, donc, là, a travaillé quand même sur tout le site, plus réhabilitation de l'hôtel. Et ça fait quelques années donc, qu'on travaille pour eux. Donc on travaille aussi sur la réhabilitation d'une stabulation juste derrière ici, là, dont le chantier est en train de se terminer. Et la remise, on l'a fini il y a quelques mois. En fait, ce qui est intéressant pour ce projet, c'est qu'ils sont venus nous voir, du coup, justement, de par notre pratique agricole. Donc d'abord pour la réhabilitation de la stabulation en gîte, et aussi à un moment donné en se disant, en fait, on a des problématiques de matériel, d'abord, de rangement de matériel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous, quoi, en gros, ou qu'est-ce que vous proposeriez? Et du coup, ce qu'on a proposé, avec l'intermédiaire aussi de Patrick Bouchin, donc c'était assez intéressant comme démarche, c'était finalement, avec un tout petit bâtiment, de venir recomposer, reformer une cour rurale, quelque part. Là, avant, c'était juste leur parking qui était venu empiéter sur l'espace agricole. Et nous, ce qu'on est venu dire, c'est juste de recréer, de refermer cette cour avec un bâtiment qui, même s'il est petit, quelque part, vient structurer l'espace et vient aussi entrer en relation à la fois dans ces matériaux. Donc là, c'est la cuisine de Patrick Bouchin qui est faite en tôle de fibre ciment ondulé. Donc nous, on utilise du polycarbonate ondulé aussi, mais aussi vient jouer et s'articuler donc avec les bâtiments plus forts et plus hauts, patrimoniaux qui sont présents. Et aussi jouer. Ça reprend un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur cette question de bâtiments poreux quelque part qui se présentent ou pas dans le paysage, sont à la fois présents et absents, qui présentent des lignes de force, mais pour autant qui sont perméables et offrent des espaces de respiration. Et donc ici, on a ce bâtiment très simple, hein, qui vient jouer avec les autres éléments qui sont présents en arrière-plan. Et un point important, c'est qu'au final, donc c'était juste un espace de rangement et de stockage du matériel. Et ce projet, en fait, dans le temps de sa construction même, a su en fait intégrer aussi toute une dimension programmatique beaucoup plus forte. Et c'est-à-dire que ce qu'on arrivait à intégrer petit à petit, c'est une boulangerie, à l'étage des logements aussi pour les stagiaires, sans remanier de fond en comble le projet. Et
pour nous aussi, ça c'est un peu un point sur lequel on travaille. C'est-à-dire qu'au début, quand on a présenté le projet, les 3 gros, ils ont dit ouais, mais c'est trop grand, on ne va jamais l'utiliser. Et c'est Patrick Bouchin qui a dit non, sa dimension elle est juste, vous verrez plus tard ce que vous en ferez, mais en tout cas, il faut ça pour tenir la cour. Et au final, 3-4 mois après, quand on était en train de construire, ils ont dit en fait, ça fait des années qu'on a une boulangerie en projet, faisons-la, et on n'a pas de quoi nourrir et enfin nourrir si, pardon, mais héberger nos stagiaires. Est-ce que quelque part, les combles, l'espace résiduel ne seraient pas intéressants? Et du coup, ça donne aussi un vrai projet, à tel point qu'aujourd'hui, ils se disent, mais finalement, ces chambres-là, elles seraient super pour faire des gîtes, quoi. Donc, c'est une capacité aussi propre au projet agricole de se dire, en fait, il y a quand même cet enjeu et cette nécessité aussi d'intégration d'une forme d'évolutivité qui est importante. Et ici, donc, quelques images du projet, où justement aussi ce qui est important, c'est que là par exemple le luminaire, c'est un filtre à camion qu'on a réemployé. Le bardage, c'est du bardage très très brut de sillage non déligné qui vient des monts du Forêt. Donc les raccrocher aussi, comme eux font leur cuisine avec les matériaux locaux, les matières plutôt et approvisionnement local. C'était aussi se dire, le bâtiment aussi, ça c'est une aptitude dont ils n'avaient pas forcément l'habitude. C'est plutôt le monde des 3 étoiles, donc ils étaient tout fiers d'aller chercher leurs carreaux plutôt au Portugal ou autre. On a dit non, nous on fait vraiment pas ça. On fait plutôt le bois, il vient de, vous le voyez en fait, il est sur les collines en face. On le ramène ici et donc on a ce lien quelque part entre donc un matériau bois brut, une structure aussi visible et un travail aussi avec un matériau économique qui est le polycarbonate ondulé, qui encore une fois, un petit peu comme dans d'autres projets, mais c'est aussi une de nos marottes, mais qui nous semble important, c'est travailler avec ces matériaux un peu pauvres, du coup, mais leur donner aussi une forme de poésie, du coup, et de les réinscrire dans une temporalité qui fait qu'on a une vraie expression, en fait, de la réalité constructive et de la qualité aussi des matériaux et de la forme simple et sobre du bâti. Donc là, c'est le matin, le soir, et ici, par exemple, le matin, au givre. Voilà, cette question, ça rejoint en fait les toutes premières photos que je montrais, c'est comment aussi les constructions agricoles, c'est important de les penser dans leur pauvreté même finalement, dans le lien et le rapport au bâti qui peut y avoir. J'en suis à 1 heure, j'ai quelques encore projets à montrer, enfin j'essaye en 10 minutes encore d'avancer. Oui, c'est bon. Donc là ici aussi, donc là c'était les projets agricoles. Là ensuite, c'est plutôt sur les projets d'équipement public, mais qui finalement, et c'est aussi ce que je voulais montrer, ont beaucoup de résonance avec tout le travail qu'on mène pour le bâti agricole. Donc ici, c'est pareil, il s'agit d'un de nos premiers projets, la maison du lac d'Aiguebelette. Et là, ce que je voudrais en dire, il y a pas mal de choses à en dire, mais pour nous, ce qui était important, c'était de faire en sorte que ce bâtiment public, il retranscrive quelque part les typologies vernaculaires qu'on pouvait trouver au bord du lac, mais aussi la forme de poésie qu'on peut avoir sur ce lac. C'était un lac en fait où on y allait tout le temps, nous, quand on était enfant en Savoie, et où nos grands-parents avaient une maison. Et du coup, voilà, on le vit depuis qu'on était môme, et on était tout content de répondre à ce concours. Et la petite histoire, c'est que on l'a eu, le concours. Enfin, on a été dans les équipes retenues pour le concours parce que c'était des maîtres d'ouvrage collectivités publiques assez éclairées et qui étaient allés voir en fait, toujours par le biais des maisons de l'Archi, l'exposition AJAP en fait à Chambéry, et donc ils avaient décidé de retenir tous les AJAP qui se présenteraient au concours du coup. Donc on était 3 AJAP, enfin bon, la concurrence était rude, mais au moins c'était très bien. Et en tout cas, enfin voilà, il y a ce il y avait cet enjeu et le fait aussi, ça c'était important, d'être dans un concours où on pouvait aussi s'exprimer librement. Le programme, la Maison du Lac, c'est un espace de scénographie, un espace d'exposition temporaire, les bureaux de la Comcom, l'office de tourisme, un salon de thé, donc une sorte de mini-mélo en fait de pas mal de choses, et où l'enjeu c'était de faire en sorte qu'on soit à la fois sur un projet qui accepte et qui présente une forme de domesticité, et qui soit la maison de chacun, de tout le monde, quelque part on pourrait dire à l'échelle du territoire, mais aussi qui soit et qui raconte à sa manière le territoire et qui, par son expression même, quelque part, retranscrive un petit peu l'identité du lieu et du territoire. Et donc pourquoi cette forme simple ? En fait, c'est que notre souvenir d'enfance, c'était ces hangars à bateaux qui s'avançaient de manière très légère, en fait, toiture de pan, sur le lac, du coup, et qui créaient des effets d'ombrage, en fait, assez intéressants. Et c'est ça qu'on avait essayé de reproduire et de retranscrire en étant
le plus neutre et le plus abstrait possible. Et aussi en se disant et en liant en fait la question de l'architecture et du paysage, en étant tantôt, donc on voyait les photos précédentes, où là on essaye de reprendre la forme archétypale très simple des hangars à bateaux, et ici, là derrière nous, c'est la montagne de l'Épine, une énorme dorsale de la fin du Jurassien, enfin du massif jurassique, du Jura, pardon, et où du coup, le bâtiment aussi à sa manière, sous un autre angle, il vient un peu rivaliser quelque part avec cette masse montagneuse qui est présente, et en même temps, c'est presque la même enveloppe finalement qu'on retrouve sur d'autres projets, polycarbonate plus tôle ondulée, plus au-dessus un littelage bois, fait que par nuances légères en fait, on a à la fois une sorte de porosité, de nuées, d'effets changeants en fait aussi de la toiture, de transparence aussi, et qui fait que on vient rivaliser, mais sans trop en dire non plus, et en étant assez poreux aussi finalement. Ce jeu aussi de littelage qu'on retrouve ici, et encore une fois, ce littelage assez abstrait, il n'est pas anodin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la toute première photo, en fait, ce qu'on voit, c'est les bassins d'alvinage. Et tout le lac, en fait, il est constitué ainsi. C'est des piquets, en fait, qui, à claire-voie, viennent délimiter les espaces des roselières. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on les regarde comme ici, de face, en fait, on voit le claire-voie et on est sur une paroi poreuse. Et quand on est de biais et de côté, finalement, ça devient presque comme un mur complet ou une façade plus opaque. Et du coup, ce littelage, c'était aussi joué, en le rendant plus abstrait, on les devine derrière, là, les bassins, jouer aussi sur ces notions-là. Aussi un point important, là on était sur des programmes multiples, je l'ai dit, donc où on a des jeux assez fins en fait entre les espaces extérieurs de chacun de ces espaces. Aujourd'hui, c'est un espace qui vit très très bien, c'est-à-dire que le salon de thé, il a sa place, l'espace d'expo a sa place, c'est aussi un espace de séminaire, les bureaux sont à côté, mais pour autant, personne ne se gêne en fait sur ce site. Et même là, ce qui est intéressant, c'est que 10 ans après, finalement, là, on est en train de repenser toute la programmation du site, parce qu'il y a d'autres usages en fait aujourd'hui qui sont imaginés. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on arrive à le traduire en faisant une toute petite extension, alors qu'au début, ils voulaient carrément agrandir de 200, 300 mètres carrés. Et là, en faisant une extension de 50 mètres carrés, en reconfigurant les espaces, on arrive à retravailler sur l'intégration de nouveaux usages. Mais en tout cas aussi, là, c'est ce que je voulais aussi présenter, c'est le lien aussi avec les projets précédents, c'est de raconter ça aussi, c'est-à-dire par le biais des projets, l'usage de matériaux simples, finalement, comment un projet aussi peut raconter plein de choses différentes. Je le disais, c'est les hangars à bateaux, c'est les formes vernaculaires simples, c'est le rapport au paysage plus éloigné, mais aussi et surtout, et ça c'est un truc qui nous a toujours touché, c'est qu'à la fin du projet, en fait, quand le président de la Comcom a vu ça, du coup, il s'est pointé avec une revue sur l'architecture néolithique qui peuplait le lac en fait avant à l'époque du néolithique, où il y avait des constructions, des habitats de huttes de pêcheurs. Il est venu avec cette revue et il m'a dit en fait, je viens de comprendre, c'est ça qu'on fait du coup comme projet. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est quelque chose aussi qu'on avait en tête, ce rapport-là de poésie et d'effets de huttes un petit peu plantées comme ça au bord de l'eau, mais qui, encore une fois, ne raconte pas que ça. C'est-à-dire que c'est une référence, mais qui n'est pas première non plus dans le projet, et qui fait que pour nous, ça c'est important. C'est-à-dire que un projet peut admettre et peut raconter plein de choses différentes aussi. Presque un dernier projet, juste sur la Maison de la Rivière, aussi à Moulins, qu'on a pu réaliser. Et là, ce qui est important, c'est vrai que ce que j'ai montré jusqu'à présent, c'est avant tout des projets construits. Là, c'est un concours récent en fait qu'on a gagné, enfin qu'on avait gagné du coup, et depuis on a réalisé le bâtiment. Et tout le travail qu'on a mené, en fait, on a gagné le concours en partie parce qu'on était les seuls à conserver tous les bâtiments du site, du coup, mais en les transformant complètement. En fait, c'est d'anciens entrepôts de la DDE, des directions des départementales de l'État, et des hangars, du coup, donc hyper simple. Et le choix qui a été fait, donc, c'est de maintenir à la fois les structures béton, et on l'a vu aussi, le hangar bois, qui lui était présent, assez refermé, du coup, mais présent plutôt du côté de la rivière. Et donc tout le projet, en fait, s'est joué aussi sur cette dualité-là, entre une partie plus minérale, maçonnée, donc qu'on a construit en briques aussi, en briques porteuses,
qui du coup s'inscrit dans la continuité de ces hangars de béton, et une autre, tout ossature bois, plus légère, tournée complètement du côté de la rivière. Et aussi, donc là, ça c'est le hangar qu'on voyait tout à l'heure qui était complètement fermé. Donc on est venu en fait tout simplement casser les murs, les ouvrir en fait sur les berges, enlever toute la couverture tuile qui était présente pour alléger aussi la toiture, conserver les structures existantes, les renforcer de manière très légère ça et là, et au-dessus l'agrémenter en fait d'une toiture très légère avec un chevronnage resserré et un polycarbonate par-dessus, qui fait que en fait, ce maintien du hangar, c'était un peu l'espace supplémentaire du projet, qui n'était pas au programme, et qui a fait que, certes, le projet coûtait un peu plus cher, ou en tout cas, il y avait une enveloppe qui était non destinée sur cet édifice-là, mais qui a permis, en tout cas, parce que là aussi, on était sur un programme hyper multiple, des bureaux, location de canoës, espace de douche, vestiaire pour profiter des espaces des berges, un restaurant, centre d'interprétation du patrimoine aussi. Et cette halle, en fait, elle nous a permis de dire, face à tous ces programmes, en fait, il y a un lieu un peu qui rassemble et qui fait que quand il y a des activités connexes ou autres, là on a envie de partir en vélo, on garde son vélo ici. Cette halle, elle peut servir, en tout cas, il est important de maintenir ces hangars en les valorisant pour qu'ils aient une vraie place et présence dans l'environnement urbain et naturel des berges. Et tout ce travail aussi, on l'a accompagné pour les constructions qu'on ramenait. Donc là, c'est parti plutôt minérale, là, la halle réhabilitée. Le photographe, d'ailleurs, c'est le même que tout à l'heure, c'est Clément Guillaume. J'ai pas mis les crédits, mais au moins je le cite. Mais donc, du coup, voilà, le maintien donc, des éléments industriels. Mais je le disais, donc voilà, ça, c'est les panneaux osiers. C'est aussi important, et ça a été évoqué, cette question de la ressource. Donc, et comment on fait nos projets. Comment les archis peuvent faire leurs projets aujourd'hui. Il y a cette question de l'intégration de la construction en bois, de la construction paille aussi. Donc ça, c'est des dispositifs qui, heureusement, deviennent de plus en plus récurrents, de l'usage de la terre aussi. Et là, donc on porte aussi, nous, sur pas mal de projets. Mais là, ici, lui, je le montre parce qu'une des particularités qui nous était intéressante, c'est qu'en fait, on a aussi gagné le concours parce qu'on disait, en fait, on va faire des bardages en saule tressée. Du coup, c'est au bord de la rivière. On trouve que c'est une inspiration qui est plutôt intéressante. Donc on était assez content de notre coup. Après on s'est mis en phase étude. La maîtrise d'ouvrage a dit ouais c'est super l'osier machin. On se met en phase étude et à un moment donné on s'est posé la question de en fait comment on va faire quoi, parce qu'on trouvait personne pour le faire. On s'est dit les coûts commençaient à s'envoler et tout ça, donc on a dit au maître d'ouvrage, bon écoutez, désolé, c'était peut-être pas une super idée, peut-être qu'on le fait pas. Ils nous ont dit, non, en fait, vous le faites, vous vous débrouillez, mais vous le faites, quoi. Donc, du coup, on a réfléchi et on était deux équipes archi, en fait, co-traitantes sur ce projet. Et en fait, ce qu'on s'est organisé, c'est tout un tour des coopératives en France qui travaillaient l'osier. Et on peut se dire, c'est des modes de production assez alternatifs ou autres, ou plutôt confidentiels. Et en fait, on en a trouvé quelques-unes. Donc, on s'est fait un tour en fait des coopératives. On a trouvé quelques-unes où, finalement, ce qu'on voyait, c'est que l'osier, c'est tous les paniers de boulangerie. Beaucoup travaillent pour Hermès aussi, dans les filières du luxe, dans le mobilier aussi. Il y a quand même des filières qui sont constituées, et notamment une qu'on a vue qui travaillait déjà un petit peu pour le bâtiment. Dans le cadre du bâti, pour des garde-corps, pour des éléments de métal en fait qui venaient tresser. Et notamment, il nous montrait un panneau qu'il était en train de réaliser, où on avait trouvé ça assez absurde, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un projet dans l'est de la France. Le baraudage métallique, la grille était ramenée dans leur atelier, donc qui était en Touraine, et sur place, ils devaient s'embêter à monter le cadre et tout ça pour le tresser in situ. Et finalement ensuite le réexpédier en Lorraine. Donc c'est aussi ce process. Ce qui est intéressant d'analyser, c'est que c'est ce process qui faisait que le projet était très coûteux, du coup. Parce qu'il y avait tous ces allées-venues, et aussi en termes de contraintes carbone, on pourrait dire, de coût carbone plutôt, d'impact carbone, c'était aussi une dépense considérable. Et donc du coup, ce qu'on a travaillé avec la coopérative, finalement, c'était de penser ces panneaux en lien finalement avec les capacités de la coopérative. Et ce qu'ils savaient faire, eux, c'était des panneaux de max 1,20 m de largeur, du coup, avec des montants bois intermédiaires. Et donc du coup, on aurait pu penser initialement qu'on mettait l'osier plutôt dans l'autre sens, en fait, que ce qui est présenté ici, donc plutôt à la verticale, c'était notre envie.
Et c'est en fait à la fin de la donc on trouvait pas de solution en fait. On se disait putain des panneaux de 1,20 m, c'est pas idéal. Et à la fin de la journée, on se dit bah tiens en fait c'est assez marrant, mais on achetait des trucs à la boutique et on a vu une corbeille retournée et avec l'autre archi on s'est regardé, on s'est dit bah voilà en fait c'est ça. On les fait de 1,20 m mais sur la verticale et ce qui permet que ces panneaux ils sont fabriqués en atelier dans le temps perdu que la coopérative a, c'est-à-dire quand ils ont des trous de production sur 6-8 mois de temps de chantier, en fait ils savent le caler dans un planning quelque part, donc il y a un coût qui est moins onéreux, et aussi et surtout, ils ont livré les panneaux, ils sont venus pendant 2 jours les poser, ils l'ont fait avec le service de la collectivité, on a 2-3 panneaux d'échange qui sont déjà possibles, mais surtout, ils connaissent les dimensions, et quand il y a un problème de dégradation ou autre, par exemple, bah, la collectivité, elle sait commander un panneau, tout comme un vitrage, quelque part le commander et le poser aussi elle-même. Donc cette notion, c'est du détail, mais ça a vraiment son importance dans le fait de se dire, ben, on accepte d'employer un matériau fragile, du coup, qui a une certaine forme de durabilité dans le temps. Là, il va tenir parce qu'il est ventilé, mais s'il y a des graffitis, s'il est arraché, c'est possible aussi, malgré tout. Mais que la collectivité aussi a accepté, d'une part parce que ça lui plaisait, mais aussi parce que ça participe quand même, ça s'inscrit plutôt, dans un mode de gestion qui est assez équilibré aussi pour eux. Et le tout dernier projet, très très vite, du coup ça c'est un projet en milieu rural, une salle polyvalente à la Renaudie, dans les monts du Livradois-Forêt. C'est un projet qui est important parce qu'en fait c'est une thématique toute bête de la salle des fêtes de village. Souvent c'est en périphérie des villages ou autres, c'est des espaces assez lâches en fait quelque part. Et ici le choix de la commune ça avait été de la construire sur une parcelle compliquée. Du coup, on est dans la pente, on est en rive de route départementale. Il y avait une ancienne école qui était vouée à la démolition, grosse contrainte structurelle et autres. Et donc le choix qu'on a fait, ça a été de tirer parti en fait de toutes ces contraintes pour avoir un projet et un équipement qui soit vraiment à l'échelle du village et aussi qui réemploie aussi toutes les ressources. Donc là, toutes les pierres en fait qu'on a sont celles issues de la démolition de l'école qui ont été remises en œuvre par le maçon du coup du projet et qui vient soutenir quelque part, créer un élément d'infrastructure de présentation quelque part et qui vient marquer aussi de manière très sobre l'entrée du village et qui vient aussi accompagner tout un travail plus fin, plus léger de construction ossature bois, en bois local de moins de 30 km et transformation locale aussi, ça c'est important, mais du coup qui fait qu'il y a un accord aussi entre les deux, entre un élément plus massif, plus minéral et la construction bois au-dessus, avec un bâtiment très contemporain, dans un paysage rural, un bourg un petit peu patrimonial aussi on pourrait dire, et donc un équipement qui vient s'inscrire plutôt à l'échelle du paysage, c'est-à-dire que la retranscription c'est pas celle des formes bâties villageoises, mais c'est bien les lignes tendues, des murs de soutènement, des éléments de paysage proches, et qui tantôt accompagne la route, vient s'ouvrir et vient former la place avec l'église proche, donc ici de ce côté-ci. Vraiment, c'est aussi pensé comme un élément d'infrastructure. Du fait de la contrainte aussi, on a un seul et même auvent qui fait qu'on a à la fois l'entrée du public, le stockage de bois, parce que c'est une chaudière bois bûche, du coup qu'on a mis en place, et aussi l'accès pour le traiteur et pour la cuisine qui est en léger rodant, mais qui fait aussi que ce auvent, et on a pensé cet équipement de cette manière, quelque part il est réversible, c'est-à-dire que la cuisine qui est positionnée ici, il n'y avait pas d'autre possibilité parce que l'accès, on ne pouvait pas le faire par l'arrière, du coup. Et la cuisine ici, elle est au point de gravité, quelque part, entre la salle qui est en arrière et le auvent, la place du village, qui fait que c'est un village très festif et qui fait que justement, on vient, elle a sa place aussi dans l'animation et la vitalité du village. Et aussi, ça c'est un point qui est important, cette question de la gradation d'usage. C'est-à-dire que c'est un équipement où en fait, on a tantôt un sas qui permet d'accéder seulement aux sanitaires, du coup. Ça aussi, c'est un point qui pour nous est extrêmement important dans l'espace rural, c'est-à-dire qu'on n'utilise que ce dont on a besoin à un moment donné. Utiliser que les sanitaires, c'est dire quand il y a une marche, voire quand il y a besoin juste de sanitaires publics parce qu'il y a une fête de village, la salle des fêtes peut être ouverte et ça évite d'avoir des sanitaires de village ailleurs dans le village. Là, on a une paroi coulissante qui fait aussi qu'on peut utiliser, si on veut, que le petit bar et les sanitaires.
on ouvre et on a accès à toute la salle qui, justement, fait vraiment cette transition, je le disais tout à l'heure, entre d'un côté la place de village et ensuite ici le grand paysage, c'est-à-dire que cet effet d'infrastructure qu'on avait avec le mur de soutènement en balcon sur la route, en fait, de l'intérieur, on a vraiment l'impression d'être au milieu du grand paysage alors qu'on est juste à l'orée du village. Et ce point aussi qui est important, encore une fois, l'usage de la ressource. Là, on est sur des menuisiers locaux qui ont travaillé. On le voyait tout à l'heure, c'est des plafonds, dalles contre-collées. Mais on avait mis dans l'appel d'offres une importance cruciale à la localisation de la transformation. Et on a trouvé un artisan qui savait faire des dalles lamellées-collées à 30 km du coup, et qui permettait, on est quand même en altitude, donc qui permettait quand même d'avoir une capacité structurelle assez forte, et donc avec un approvisionnement bois, moins de 30 km, sans coût carbone dû au déplacement ajouté. Et voilà un des détails, c'est très simple, hein, mais du coup c'est quand même c'est important. Et aussi, toujours le lien aussi à la ruralité, c'est bête, mais là c'est prêter attention à la bonbonne gaz en fait qui est à l'extérieur, qui a un côté ventilé, mais sinon on est juste sur du béton brut qui s'accorde avec le rocher qu'on a en arrière-plan. Les radiateurs, en fait hyper simples mais quand même soignés, et toutes les tuyauteries présentes à cause du risque potentiel de gel. La gouttière, donc là on voit les pierres réutilisées, mais la gouttière en fait qui est une gouttière ouverte. Pourquoi ? Parce qu'on est en altitude et qu'en fait ça évite en fait tout effet de gonflement rentré. Enfin ça évite, c'est pas que ça l'évite, c'est que ça évite qu'il y ait une fissuration qui serait due à l'effet de retrait-gonflement des eaux par le gel par exemple, et que ça c'est des choses toutes bêtes, mais le fait de former un U avec un léger redent en fait qui vient ici, qui vient au bout du U, fait que de toute façon les eaux quand elles sont projetées contre, quand elles tombent, elles tombent pas au milieu de la gouttière, mais elles tombent toujours en fait sur les périphéries. Et donc on a un jeu aussi avec l'eau qui est créé. Et voilà, cette question, ça c'est important, cette question aussi de générer ces espaces conviviaux en bord de bourg. Et donc pour cette commune aussi, juste tout dernier point, c'est un projet donc à la suite en fait de la réalisation de la salle des fêtes. Ils ont souhaité qu'on les accompagne sur la réalisation d'un parc rural, on pourrait dire, et où l'idée et l'intention, là, ça a été vraiment d'en faire le minimum et uniquement avec les matériaux du site. Donc on a repris des enrochements qui étaient présents. Tous les arbres, on allait les chercher dans la forêt communale. Ici, il y avait un espace de tourbière sur lequel on est venu juste planter quelques piquets pour permettre et créer des plateformes. Les bois, en fait, les jeux, ont été créés avec les bois de la commune, les bois aussi de la commune. Idem pour les tables de pique-nique. Les cheminements, ça a été travaillé avec les cantonniers. En fait, c'est que du paillage bois et qui viennent faucher une fois à l'année. Et donc, ça permet in fine de rebondir sur tout ce que je dis aussi depuis le début avec ce projet. C'est que là, pourquoi montrer ça ? C'est qu'en fait, ce projet de parc, qui faisait suite donc à celui de la salle polyvalente, il y avait tout un accompagnement environnemental que la mairie souhaitait. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait souhaité le voir et l'appréhender d'un point de vue pédagogique. Et donc là, sur la droite, il y a Charlie Brèche, qui est un accompagnateur environnemental, et qui fait qu'en fait, dans tout le temps de mise en forme et au point du projet, au lieu de mener un inventaire environnemental dont finalement, auquel, à part les services concernés, généralement personne ne prête vraiment intérêt, là, on a fait en sorte que ce parc rural que la commune voulait, on le pense aussi comme un espace comestible, du coup, non pas en replantant de nouvelles choses, mais en se disant comment on met à profit quelque part tout ce qui est déjà présent pour imaginer des ateliers culinaires, des temps de cueillette et autres. Et là, c'est un temps avec certains habitants du village où il y a eu un bon aura et un bon écho. C'est une commune de 150 habitants, donc là, on a 10% de la commune, donc c'est loin d'être neutre. Mais du coup, c'est aussi, se dire ça, c'est que même sur des espaces aménagés, déjà on peut les aménager de manière différente, mais aussi et surtout, cette question-là de la comestibilité, de l'usage, elle peut aussi être pensée non pas que pour les espaces agricoles, mais aussi pour les espaces naturels. Et ce qui est hyper drôle, en fait, c'est que mener ce travail-là, ça a permis de faire reprendre conscience par la commune qu'ils avaient tout un historique, en fait, de professionnels au début du siècle, avant la création des labos, qui allaient cueillir, en fait, énormément de plantes médicinales dans les montagnes,
avec en fait, ils nous ont ressorti des lettres de commandes de pharmaciens et tout ça qui disaient aux habitants du village, s'il vous plaît, il me faut ça cette semaine. Et de se dire, en fait, ouais, il y a peut-être des filières aussi à recréer, à réinventer aujourd'hui. Voilà, j'ai été un peu plus long, je m'en excuse, mais voilà. Merci. Un grand merci de l'Ardepa à Pierre de nous avoir montré ce soir la richesse des interrelations entre l'agriculture et l'architecture. Peut-être qu'avant de poursuivre sur ce que l'Ardepa a encore prévu pour la suite de la soirée, on peut vous donner aussi la parole si vous avez des questions. Une commune de 150 habitants et le coût de ce projet, c'est combien 650 000. Donc en fait, c'est pas si énorme que ça. C'est ni plus ni moins les montants qui sont souvent alloués aux salles des fêtes dans les villages. Là, ils le construisent, c'est le projet du siècle. On est dans un PNR, et après, ils ont eu beaucoup de subventions, et tout l'enjeu du projet, ça a été d'aller à la pêche avec eux aussi, aux subventions, d'aller voir la région, où pour la blague, on était sur des subventions matériaux biosourcés, et les services de la région étaient là, mais le polyuréthane, vous êtes sûr, c'est pas biosourcé? Enfin bon, voilà, c'est pour dire qu'il y a tout un travail d'accompagnement aussi à mener. Je vois une autre commune, pareil, dans le PNR, pour qui on a travaillé. Le projet, il a changé 4 fois de nom au gré des subventions. Donc c'est toujours ça aussi. En fait, après, d'ailleurs, c'est cet autre projet où même le maire nous avait dit, c'est des Auvergnats, hein, ils avaient dit, on a un peu d'argent, toutes les subventions qu'on aura, on essaie de les capter, et notre argent, il est mieux là qu'à la banque. Donc voilà. Donc c'est des coûts importants. Par contre, non, ce qui est important, c'est que c'est aussi une commune. Il y a un réel besoin, parce qu'il y a quand même une vitalité culturelle, du coup. C'est-à-dire qu'au moins 1 à 2 fois par mois, à l'époque, déjà, la salle était utilisée. Et donc là, aujourd'hui, c'est encore plus récurrent. Et ce n'est pas non plus qu'une salle des fêtes, c'est-à-dire que c'est une commune où il y a des gîtes de groupe. Là, on travaille avec eux aussi sur d'autres types d'hébergements touristiques. C'est aussi une forme douce, on va dire, de revitalisation touristique de ces territoires, du coup. Et ça commence à prendre et à fonctionner, justement aussi parce qu'il y a ce type d'équipements ruraux d'importance aussi. J'enchaîne avec une autre question sur plutôt des commanditaires qu'on connaît, qui sont les agriculteurs et qui ont aussi, dans cette zone agricole, des règles à respecter pour, par exemple, les permis de construire. J'ai en tête une surface de 800 mètres carrés pour faire appel à un architecte ou plus. Est-ce qu'il vous est arrivé de connaître ce genre de commanditaire? C'est vrai qu'avec vous, dans l'Auvergne-Cantal, on a pu visiter l'INRAE, qui est un autre commanditaire que ceux qu'on a pu voir en conférence aujourd'hui. Et oui, voilà, est-ce que vous avez réussi à ramener un peu d'architecture au sein des agriculteurs qu'on peut connaître et qui n'ont pas beaucoup de moyens? En fait, c'est assez dur, en vrai. On a essayé au début, hein, on est allé voir des constructeurs ou autres, et on sent en fait que, comme tout pavillonnaire s'intéresse assez peu aux architectes, qu'il y a quand même cette difficulté-là, qui est faite. C'est un débat qu'on avait eu aussi justement quand vous étiez venu à l'INRA, où clairement, hein, en tant qu'archi, je trouve qu'on a des efforts à faire, parce qu'il y a quand même des architectes qui interviennent auprès des chambres, et où souvent, et je dis ça sans accusation ou autre, mais ça se traduit souvent par entre guillemets, des formes de signature de complaisance, où finalement, moi je trouve les chambres d'agriculture font le projet, l'archi est là juste pour faire la vue d'insertion, mais où il n'y a pas de réel travail architectural. Après, c'est aussi dur, c'est pas, je vais pas jeter de pierre comme ça, parce que nous on l'a essayé sur pas mal de projets, de bosser avec les chambres, et quand c'est pas dans des cadres justement où la collectivité n'est pas présente, je trouve que c'est pas toujours facile. Sauf, en fait, cette question, finalement, nous on en voit une certaine forme d'évolution, depuis quelques années, où quand même on commence à travailler, alors notamment avec des maraîchers ou des personnes qui sont en reconversion, donc qui n'ont pas la même vision quelque part plutôt du projet, pas de l'architecture, mais de la dimension de projet, et qui sont plutôt des ingés ou autres en reconversion, et qui se disent, en fait, et qui sentent qu'ils ont besoin de compétences autres,
pas forcément pour les aider uniquement sur le projet de bâtiment, mais plutôt sur une réflexion globale à l'échelle de leur exploitation. Et c'est là où nous, on arrive, donc là on a 3-4 cas en cours par exemple, où on arrive aussi, pour parler de manière très pragmatique, à vendre aussi notre prestation. C'est-à-dire à ne pas être sur la production d'un permis qui serait pour les agriculteurs uniquement qu'un coût, du coup, mais à l'inverse, que ce soit plutôt sur un appui sur une pensée globale, donc plutôt entre architectes et paysagistes, mais une pensée globale de l'exploitation, sur le maintien ou pas, la valorisation du patrimoine existant, et aussi sur in fine, du coup, sur la stratégie architecturale et paysagère à adopter. Et finalement, autant, voilà, je dirais, il y a 5-6 ans, on était assez catégorique là-dessus, on ne le vivait pas comme un échec, mais en se disant, en fait, on n'y arrive pas réellement, sauf quelques petits projets comme ça, mais très à la marge. Et là, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, où, du fait quand même du changement progressif de certaines populations agricoles, il y a un regain d'intérêt quand même, je pense, ou une vision un peu plus nécessaire, en tout cas, de nos métiers dans la construction du projet agricole. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. J'ai une question. Dans le milieu agricole, il y a pas mal d'autoconstruction. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec ce genre de méthode et comment ça se passe ? Oui, un peu, mais c'est pas toujours simple. On l'a travaillé pour un exploitant viticole, par exemple, ou là, on est en train de le travailler avec des maraîchers. La question qui se pose, c'est quand même toujours un peu celle des assurances. Ça reste quand même un sujet, je trouve, assez souvent, du coup. Et aussi sur la question de l'investissement des agriculteurs, qui, je vois pour certaines choses, par exemple, si on se dit, tiens, allez, les bardages, vous les ferez-vous, par exemple, en fait, il y a un ou deux bâtiments qu'on a essayé de faire comme ça, où 4-5 ans après, en fait, le bardage, il n'est pas fait. Donc, c'est ça aussi, c'est ce temps d'évoluer. Mais pour certains projets, encore une fois, hein, justement, c'est un peu pareil. Je trouve qu'il y a 5-6 ans, c'était des questions un peu plus dures à appréhender. Là, finalement, je vois Plaine de Versailles, on en a fait on a accompagné les agriculteurs jusqu'au permis, et où ils vont tout le faire entièrement en autoconstruction, eux-mêmes, du coup. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est avec des charpentes métalliques qu'ils vont acheter. C'est pas forcément le bois ou autre, mais du coup, si, je dis non, mais en fait, ça peut quand même. C'est des démarches quand même qu'on a pu aborder et qui s'appréhendent de plus en plus. Par exemple, on travaille avec des métropoles où justement l'idée, ce serait d'avoir que des métropoles de Lyon. On est sur un travail sur des fermes métropolitaines où en fait on met en place des modules bois, du coup, que justement chaque porteur de projet ou agriculteur dans le cadre d'espace test pourra venir soit isoler, remplir ou aménager en fait à façon, du coup. Donc c'est quand même des process qui, y compris pour les collectivités publiques et donc plutôt sur le second œuvre, j'ai envie de dire, qui commencent quand même à naître, quoi, du coup. Encore une fois, merci, mais aussi merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. Tout le monde n'était pas là pour la première partie de l'Assemblée générale de l'Ardépa, mais on est quand même super ravis de voir que vous êtes tous rendus présents pour la présentation de Pierre Janin. Du coup, vous avez peut-être raté l'introduction à cette conférence qui recontextualisait le pourquoi. Donc, depuis 2 ans, avec l'Ardépa, on teste ce nouveau format d'Assemblée générale, donc ouvert à tous. N'hésitez pas les prochaines années à venir aussi pendant la première partie, où on présente la diversité de nos actions. Mais la suite de la soirée vous permettra de rattraper ce moment-là par la découverte de notre rapport d'activité ou bien des panneaux d'exposition et de certains de nos projets aussi, échelle 1, qui sont là ce soir. Et donc, ce format où on invite un conférencier, il a été pensé pour plutôt introduire les thématiques que l'on va questionner, que l'on va aborder l'année à venir, donc en 2024. Et à ce titre, on travaille avec l'école d'architecture à la venue d'une exposition que peut-être certains d'entre vous ont déjà pu voir dans d'autres villes européennes, qui est l'exposition Prendre le parti de la campagne ou Taking the Countryside, dont le commissaire d'exposition est Sébastien Marot.
une exposition qui nous invite à repenser les liens entre l'architecture et l'agriculture pour, en contre-pied ou pour trouver d'autres solutions, des alternatives aux impasses écologiques qui nous font face. Et donc, à cette occasion, dès l'automne 2024, l'ARDEPA, elle aura pour mission de développer, on va dire, l'environnement culturel autour de cet objet exposition, en proposant tout un cycle de conférences et de débats, d'ateliers et d'événements, mais aussi, comme on a l'habitude de le faire, de visites hors les murs, d'arpentage, pour aller voir sur les lieux mêmes les productions, en tout cas les engagements et les attitudes de personnes qui s'engagent pour des pratiques sociales et environnementales plus durables. On fera ça évidemment en partenariat avec un réseau d'acteurs et d'actrices répartis dans l'entièreté de la région des Pays de la Loire. Donc soyez attentifs aux actualités de l'ARDEPA en 2024. On vous communiquera toutes ces informations au fur et à mesure de l'année. Donc c'est le moment peut-être d'ouvrir le cocktail. Vous pouvez, adhérents et non adhérents, nous rejoindre dans le foyer bas en prenant juste la porte ici pour partager ce dernier moment avec nous. Merci beaucoup. Merci.